Bonjour Stéphane, j'espère que tu vas bien dans ce week-end d'hiver. Bonjour Laurent, je vais bien. L'hiver est assez confortable en ce moment. Je te propose qu'on aborde un sujet et un autre ensuite, qui seront pas forcément distincts, mais qui vont se prolonger l'un l'autre. On va commencer par une vieille rengaine qu'on a régulièrement, qui est de parler de propriété intellectuelle, de brevets, de choses comme ça. Sujet que beaucoup de gens ont du mal à aborder sous l'angle libertarien, parce que la plupart des gens ne sont pas libertariens. Ce qui amène à beaucoup de confusion, puisque la plupart du monde pense que c'est légitime d'avoir des droits d'auteur, des brevets, des trucs comme ça. Et pourquoi je parle de ça aujourd'hui, c'est qu'il y a ce fait divers d'il y a quelques semaines où ça a fait un petit scandale parce que BMW apparemment a sorti une nouvelle vis pour aller dans Mm. ses moteurs ou dans ses voitures, ou je ne sais pas exactement où vont ces vis, mais elles sont Oui, donc la brevetées et elles voiture. sont propriétaires. Donc il est devenu obligatoire de passer par BMW pour faire des réparations sur son véhicule si il est équipé de ces vis-là, parce que personne d'autre ne peut les manipuler. Oui, c'est effectivement ça, oui. Euh, c'est très, comment dire, à la fois quelque part surprenant comme décision de la part de BMW, et puis je pense très significatif, et c'est pour ça qu'on l'avait noté, je crois, ensemble, très significatif d'une évolution de, 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 de certaines industries. Mais je pense aussi que c'est révélateur de ce que moi je crois être une très très nette courte vue. Euh, alors je ne sais pas quels sont les grands patrons de BMW, hein, ils sont certainement plus intelligents que moi. Donc qui suis-je? Mais quelque part, je trouve ce genre de truc le signe d'une très très courte vue en termes de stratégie d'entreprise sur ce secteur industriel qui par ailleurs est quand même pas mal mis à mal en ce moment. Euh, Alors si je peux me permettre une remarque, moi Bien je ne suis sûr. pas étonné, parce Oui, que à grande échelle, vu qu'on vit dans un monde où la préférence temporelle est augmentée de manière aussi drastique, bah, que les grands groupes industriels prennent le pas de ce genre de réaction à court terme, ça ne me surprend pas plus que ça. Mais bon, oui, bien sûr, et tu as raison, et c'est bien sûr ce qui se passe. Mais justement, quand même, sur un groupe industriel de cette taille, de cet âge, de cette dimension, de ce volume de business, dont on peut penser que tant les patrons que les grands actionnaires ont quand même gardé un minimum de clarté de vue. Ok. mhm. Là, pour quand je pense que c'est relativement étonnant, tu vois. Tu me parlerais du plan, du Mélenchon du coin, tu vois, du quartier. Bon, mais on n'est quand même pas exactement là. Donc, c'est quand même a priori un choix très fortement mûri et réfléchi, dont on sent que les juristes ne sont pas étrangers, d'ailleurs. Hein, mais bon. Oui, oui, oui. Ouais. Alors, qu'est-ce que qu'est-ce que je comprends? Je prends le risque de dire une connerie comme d'habitude, mais qu'est-ce que je comprends que cette décision de vice veut dire? Tu l'as dit tu l'as dit en grande ligne. À partir du moment où une vis BMW, dont on voit que la caractéristique, c'est qu'elle a deux encoches, donc il faut un outil particulier pour la visser et dévisser. Hein. En fait, le copyright se place non seulement sur le logo, mais surtout sur l'outillage qui sera nécessaire pour pouvoir retirer les vis. Donc, ça réduit aussitôt le vissage des vissages, donc comment dire, la mécanique sur les véhicules, à des gens qui disposeront pardon, du bon outil, lequel sera évidemment lui aussi soumis à copyright ou à brevet. Bon, ça veut dire donc aussitôt que BMW prend la décision que ces véhicules, au sens large, parce qu'ils ont des voitures, mais ils ont aussi des motos, probablement plus que ça, bon, peu importe. C'est marrant qu'ils Donc fassent ils pas prennent du la vélo, décision. Yamaha d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Ou tu sais que Peugeot faisait des vélos aussi, hein, Ah oui, ou c'est vrai, les des, vélos Peugeot. Ouais. Mhm. voilà, voilà, bon. Donc BMW, dont le W, ça veut dire Verqueux, hein, c'est juste une usine, ils pourraient faire n'importe quoi en fait. Hein. Bon.
décident donc de réduire l'autorisation et même la contrainte légale à la mécanique de leur véhicule à des gens qui auront été agréés, puisqu'ils auront eu le droit de disposer des outils qui vont bien. Okay, donc très clairement, par exemple, ça veut dire que les concessionnaires BMW, qui forcément disposeront de cet équipement, seront, comme tu l'as dit, les seuls qui pourront intervenir sur les voitures, mais une fois à la fois en termes de droit, mais même en termes de possibilités. Bon, là où c'est amusant, c'est que quand même la vis, quand tu regardes comment elle est fichue, ça ne doit pas être très très difficile de limiter. Hein, et donc je pense quand même que un bon forgeron devrait réussir à faire un truc qui fait tourner ses vis. Voilà, c'est ça. Donc je pense que les petits Chinois, ils vont rapidement trouver des tournevis à deux pointes qui vont pouvoir ouvrir les vis BMW. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce qui montre quand même aussi que le truc est un peu farfelu. Bon. Mais le vrai point, c'est qu'ils décident de réduire l'accès à la mécanique de leur bagnole à leur concessionnaire. Ça laisse supposer que, puisque ce n'était pas le cas jusqu'à présent, que le fait que des gens, et notamment des clients, cherchent à réparer leur voiture ou à faire réparer des voitures par des non-concessionnaires, pour que ça coûte moins cher, bien sûr. Bon. Ça avait l'air de poser assez de problèmes à BMW pour qu'ils s'emmerdent à faire ce changement technique qui est quand même pas peu significatif. Donc c'est stratégique pour eux. Pour eux, la réparation des bagnoles, quelque part, c'est stratégique. C'est ça que ça veut dire. Peut-être qu'ils en vendent plus assez, justement, à cause des histoires de CO2 et compagnie. Enfin, moi, je connais pas les dessous de l'industrie, mais ils se rabattent sur le service parce que la vente de matériel tire la langue, je sais pas. Si quelqu'un le sait, d'ailleurs. C'est probablement un truc comme ça. C'est probablement un truc comme ça, mais justement, c'est là où je dis, mais il y a quand même, si tu veux, ils avaient le choix. J'ai dit que ça faisait courte vue. Ils avaient le choix. Ils avaient ce choix-là, qui effectivement, on est attaqué. Il faut qu'on recherche à trouver des trucs où on va pouvoir se positionner en monopole pour assurer nos revenus. C'est ça qu'ils prennent la décision. Hein. Mais pourquoi les autres ne le font pas? Pourquoi, par exemple, je ne sais pas du tout si c'est le cas, mais est-ce que tu penses que les Ferrari ont des vis Ferrari? Je ne sais pas, c'est une autre question que l'audience pourrait peut-être nous aider à résoudre. Mais moi, je connais d'autres marques comme Apple, par exemple, qui font ça. Bon, c'est pas la même industrie, mais Apple a beaucoup de trucs propriétaires où si c'est cassé ou en panne, tu es obligé de passer par eux pour le réparer ou le remplacer. Donc après, je sais pas à quel point c'est une règle qui se répand dans l'industrie. Oui, mais certes, mais je pense qu'il y a une différence entre le marché d'Apple et le marché de l'automobile, au sens que le marché automobile, il est plus que centenaire aujourd'hui. La structure du marché est celle qu'on connaît, c'est-à-dire depuis on vend des voitures et après on les répare. Okay, Apple, ils arrivent, le marché est assez récent, ils ont quand même pas mal structuré leur propre marché, ils ont créé leur marché. Je dis pas que ce qu'ils font c'est bien, mais ils ont quand même créé leur marché. Il n'y a pas un tissu traditionnel bien établi de réparateurs de téléphones qui répare notamment des iPhones. D'accord, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et de ce fait moins cher. Non, ce marché, il est tout au plus marginal. Il existe sûrement, hein. Mais c'est pas la même incidence. Et je pense pas que pour Apple, la réparation de téléphone, c'est ça le point, hein, soit stratégique. Tandis que là, on est en train de dire, la réparation des bagnoles, en termes de revenus, c'est stratégique. C'est tout ce qu'ils ont trouvé pour rester dans le coup? Parce que c'est ça la question. C'est, vous ne pouviez pas imaginer autre chose que ça pour rester dans le coup? Genre des meilleures voitures, je sais pas. Oui, voilà, mais c'est exactement ça. Vous ne pouvez pas faire des voitures dont on a envie, quoi, en fait. Si vous faites des voitures qui s'achètent, ça règle la question. Ou alors, si vos voitures ne se vendent pas, faites autre chose. Faites des vélos. Bon. Ou des pianos. Ou des pianos, tout à fait. ou des guitares. Ouais, c'est plutôt des guitares. Ouais. Mais le point, c'est que là, on a affaire à un grand industriel international qui fait un mouvement d'ordre stratégique
qui va dans le sens de la monopolisation de son marché au lieu de se dynamiser comme entrepreneur et venir avec une offre novatrice qui lui permette de rebondir et de repartir. Je vais dire n'importe quoi, juste pour illustrer. Messieurs, si les voitures ne se vendent pas, faites des hélicoptères. Tu vois, j'en sais rien, mais innovez. Votre innovation, c'est la vis. Oui, c'est vrai que ça, vu comme ça, c'est assez poilant. Mais je pense que ton explication ou ton raisonnement a quand même un défaut. Sans doute. C'est de considérer ça sous un angle honnête et économique, d'entrepreneur. Alors Vas-y, je t'écoute. que j'ai l'impression, mais ça c'est purement gratuit de ma part, mais vu le monde dans lequel on vit, et surtout que BMW étant une compagnie à l'origine allemande et qui est bien implantée en Europe, qui est un des endroits les pires au monde en termes de business, surtout en Allemagne, est-ce qu'on ne pourrait pas supposer qu'il y a des trucs beaucoup plus lugubres à l'œuvre dans cette histoire et que ce serait juste un symptôme des réglementations, des pressions de syndicats, des menaces politiques, des tarifs douaniers, je ne sais pas quoi, qui font que BMW s'est retrouvé acculé et ils se sont dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va faire des vis. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, je vois très bien et je pense que tu as tout à fait raison. Je pense que tu as raison pour que les mecs de ce niveau-là en soient à prendre des décisions aussi ridicules. Tu as certainement raison. Et effectivement, pourquoi on parle faut peut-être clarifier ce point, pourquoi on parle de ce détail du machin, c'est qu'effectivement, on pense que c'est un symptôme comment dire, de la perte de marge de manœuvre des industriels, d'une part, et de la tendance à la monopolisation, au copyright et à la juridisation, non, pas terrible ça, d'autre part, sur tous les marchés. Oui, tu as raison. Tu as raison, mais néanmoins, quand même, permets-moi de rester un temps soit peu critique et optimiste. Même dans ce monde-là, tu es en train de me dire que les mecs n'ont pas eu assez d'imagination pour trouver d'autres solutions que la vis au développement de leur entreprise. C'est pas faux. Alors, la question que j'ai envie de poser maintenant, c'est comment cela se passerait-il dans un monde civilisé? Alors, d'entrée de jeu, on va dire qu'il n'y aurait aucune possibilité de propriété intellectuelle de quelque nature que ce soit. Je vois pas comment ça pourrait exister, à moins que ce soit un truc culturellement très très ancré, qui ferait que naturellement les gens s'abstiendraient. On n'aurait même pas besoin de législation ou trucs comme ça, mais les gens ne refuseraient de s'approprier, avec beaucoup de guillemets, les créations intellectuelles des autres. Mais admettons qu'on soit les mêmes personnes, mais dans un monde libre, ça ne pourrait pas avoir lieu. C'est-à-dire qu'ils pourraient bien sortir toutes les technologies propriétaires qu'ils voudraient, le lendemain matin, ce serait copié, puis voilà, quoi. Oui, bien sûr. L'unique intérêt qu'il y aurait d'avoir une vis BMW, à mon avis, serait de l'ordre de la collection, tu vois. Ça serait, voilà, j'ai une voiture d'origine qui a des vis d'origine et encore 15 jours après, il y aura des vis chinoises estampillées BMW. Donc, oui. La différence étant évidemment que ça serait moins cher, et donc ça serait moins cher pour le consommateur. Ça serait évidemment au détriment du producteur, ça reste à voir, parce que j'anticipe sur les commentaires qu'on va nous faire. Mais le consommateur serait gagnant. Le grand perdant dans cette histoire, le grand perdant, c'est bien sûr le consommateur. Évidemment. Maintenant, dans un monde libre, on pourrait répéter pourquoi il n'y aurait pas d'interdiction enfin, ce ne serait pas un crime, en fait, la copie, que ce soit d'une œuvre intellectuelle ou d'une vis, ou d'un procédé de fabrication, tout simplement parce que ce n'est pas une agression, et que même si c'est indélicat de dupliquer sans demander son avis à un photographe sa photo, ou je peux comprendre les gens qui se sentiraient offusqués par ça, mais il n'en reste pas moins que ce n'est pas une agression, que ce n'est pas un vol, vu que la personne à l'origine de l'invention ou de la création artistique détient toujours les mêmes objets physiques qui sont le support de sa création. Elle ne perd rien, donc la copie ne peut pas être un vol et donc ne peut pas être soumise à demande de restitution puisqu'il ne manque rien à l'auteur du procédé ou de l'œuvre originale.
Ce qu'il faut que les gens perçoivent, et on les renverra aux différentes vidéos qu'on a fait, donc on va en rester là, je te propose, mais il faut bien voir que dans un monde libre, il y a une différence entre la conception et la production. Le talent de concepteur, donc celui qui a inventé la vis BMW, il a un certain talent. Il peut être rémunéré par le talent, par le concept qu'il a produit. On va lui acheter, mais comme on achèterait n'importe quoi d'autre, hein, on va lui acheter ou on va le rémunérer simplement pour le remercier de la conception ou du design qu'il a fait, ok. Et un producteur ensuite produira, et des producteurs produiront, et la concurrence entre les producteurs fera son effet, d'accord, et de manière à ce que chacun, le meilleur gagne, et le consommateur gagne aussi. Voilà, il faut comprendre que dans un monde libre, ce n'est pas, de manière plus générale, ce n'est pas le producteur qu'on protège, c'est le consommateur. Alors, ça me permet de faire le lien avec ce que j'aimerais qu'on discute maintenant, qui est en fait deux ou trois points soulevés par Stéphane Kinsella, qui est un des auteurs libertariens de pointe depuis une trentaine d'années, dont voici le dernier ouvrage. Alors, c'est une grosse compilation de beaucoup de ses articles. Et c'est un spécialiste du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle, puisque c'est son métier. Il est avocat aux États-Unis dans ce domaine-là. Et j'aime beaucoup son argument anti-propriété intellectuelle, qui est: si tu m'empêches de recopier ta chanson ou ta peinture ou ta vis, tu es en train de revendiquer la propriété de mes moyens de production et de mon corps, puisque Oui. tu prétends savoir contrôler ou pouvoir avoir le droit de contrôler ce que je fais avec mes propres possessions, mes propres outils, mon propre cerveau. Donc ça, Oui. c'est injustifiable. Donc on ne peut pas justifier la propriété intellectuelle. Est-ce que cet argument te paraît toujours aussi solide qu'il y a 20 ans? Bien sûr, indiscutablement. C'est quelque part, c'est la contraposée, c'est la double inversion du principe de non-agression, hein, ou de l'axiomatique de l'argumentation, c'est pareil, quelque part. C'est au lieu de se constater que tu me respectes, tu manifestes, au lieu de constater que moi je te respecte, toi tu manifestes que toi tu ne me respectes pas. C'est dans l'autre sens. Donc oui, c'est tout à fait, c'est une version différente, mais qui a l'avantage de se mettre dans la logique de défense. C'est-à-dire que l'axiome de non-agression s'intéresse à l'agression, c'est-à-dire à l'action d'agression, tandis que là, on se met dans une logique de mais tu me refuses ma propre défense, en fait. Alors Donc oui, je pense que c'est solide, pardon. C'est solide une fois qu'on a compris ça, parce que presque c'est une version sophistiquée du principe de non-agression. Je vais juste le mettre en contexte pour bien recadrer le truc et que ce soit explicite pour les gens qui n'ont pas l'habitude de ces idées-là. C'est que j'ai une guitare derrière moi. Si je me mets à fredonner et à jouer, je sais pas moi, une chanson des Beatles, je le ferai pas, mais bon. Si je faisais ça et que quelqu'un venait me dire non, non, tu n'as pas le droit de le faire, alors je le fais sur une scène devant public et je touche de l'argent pour qu'on soit tous conscients du fait que je vais peut-être pouvoir faire des revenus avec une chanson que je n'ai pas écrite. Et là, quelqu'un va me dire non, tu n'as pas le droit de le faire. Ça veut dire que cette personne vient dire tu n'as pas le droit d'utiliser ton propre instrument de musique que tu as acquis honnêtement, ni ton propre corps qui t'appartient de toute façon à tout jamais, pour en faire ce que tu veux, donc par exemple chanter la chanson de quelqu'un d'autre. C'est ça que veut dire un droit d'auteur. C'est ça. Et un brevet Alors, pareil. ouais, Tous pour les les... brevets, c'est procédé de fabrication. Pour les marques déposées, c'est un logo, un nom. Donc, on en revient toujours en fait au même argument. Tu essayes de contrôler ma propriété et de m'empêcher de faire ce que je veux avec. Oui. Alors que moi, dans l'autre sens, je ne t'agresse pas. C'est ça. Alors que moi, j'ai rien fait, j'ai pas commencé. Ce qui me permet de faire un lien extrêmement habile avec un autre concept de Stéphane Kinsella qui est explicité dans le même livre. Je rappelle le titre du livre qui est très, très intéressant, c'est Les fondations légales d'une société civilisée et libre. Et donc, c'est Pourquoi on vient sur le titre?
C'est ça, Encore une une psychologie explication après. de comment la vie se passerait vraiment si on était, enfin, en tout cas, il donne des pistes de réflexion pour une société justement qui serait vraiment humaine et civilisée, et non pas un espèce d'élevage à ciel ouvert comme je le traite souvent, qui est la démocratie. Et donc cet autre concept que développe Kinsella à travers ses pages et qui lui sert beaucoup de socle, c'est l'estoppel, et qui ressemble beaucoup à la contraposée que tu viens de faire à propos du droit d'auteur, puisque l'estoppel, qui dépasse la notion de propriété intellectuelle, consiste à dire un agresseur, c'est-à-dire quelqu'un qui a initié une action violente physiquement sur quelqu'un d'autre, n'a plus la légitimité intellectuelle de dire je m'oppose à ce que cette personne que je viens d'agresser réplique. C'est ça. Autrement dit, l'agresseur ne peut pas dire tu es en train de violer mon droit quand tu me tapes, puisque c'est lui qui a commencé à taper. En gros, c'est une façon un peu alambiquée de départager les gens, enfin les enfants à la maternelle, quand on dit ah mais c'est lui qui a commencé. Bah, c'est exactement ça. Puisque c'est lui qui a commencé, il ne peut pas se plaindre qu'il doit s'en prendre une. C'est ça. Et pour refaire le parallèle avec ce qu'on a dit il y a quelques instants, c'est le même genre de logique que ce que tu disais tout à l'heure sur le droit d'auteur, puisque c'est à partir du moment où j'agresse, je renonce à contester le droit de l'autre de m'agresser en retour. Et en retour au sens, pour être plus concret, hein, au sens de la légitime défense. C'est si j'agresse quelqu'un, alors je perds le droit légitime, la logique en tout cas, la cohérence, pardon, je perds toute cohérence à contester son droit de légitime défense. C'est ça que ça veut dire. Et encore une fois, comme on l'a dit il y a quelques instants sur l'exemple que tu donnais sur le copyright, c'est la même logique en fait. C'est une double contraposée là aussi du droit de légitime défense. C'est si j'agresse, alors forcément l'agression fait que tout d'un coup j'ai le droit d'agresser en retour pour me défendre. Ok, c'est exactement ça. Et donc si j'agresse, je perds le droit de contester ce droit d'agression en retour pour la légitime défense. C'est ça la logique d'Estoppel, si je ne me trompe pas. Oui, et effectivement, il est parmi les rares, à parler de ce concept. C'est pas une invention de sa part. Ce qui je trouve intéressant, c'est qu'il dit bien que c'est pas une invention de sa part, oui, que c'est quelque chose qu'on retrouve dans des droits anciens que je ne serais pas capable de donner de tête. Hein. Mais clairement, il l'évoque que c'est quelque chose qui vient de législation ou de pratiques juridiques plutôt, pas tout à fait pareil. Mm-hmm. Assez ancienne et qui contribue, là encore une fois, à étayer la valeur, légitimité du droit et de la doctrine libertarienne, si je ne dis pas de conneries. Oui, il donne des exemples dans le bouquin d'articles, de jugements plutôt que justement que j'allais faire la même confusion que toi, c'est pas des articles législatifs, ce sont des conclusions juridiques lors de procès ou de machin comme ça. Judiciaire. Judiciaire, putain, ouais, pardon. On va faire la distinction plus tard, justement, mais c'est comme on en a parlé avant la vidéo, je suis confus. Bref, donc il donne des exemples de décisions de juges qui datent de plusieurs siècles, donc c'est pas un truc très récent, qui stipulait exactement ça, c'est-à-dire que tu peux pas te plaindre d'avoir pris une claque puisque tu as commencé à donner la première claque. Donc c'est pas logique. Tu es estoppé dans ton argumentaire pour dire que tu as subi une injustice. Alors moi, ce qui me gêne un petit peu quand même avec ce concept-là, c'est que puisque l'agresseur ne peut plus revendiquer le droit à ne pas être agressé, ça laisse la porte ouverte et Kinsella ne s'en prive pas à la loi du talion, en fait, et à la vengeance et à la punition. Kinsella se sert du procédé d'Estoppel ou du concept d'Estoppel pour dire que la punition est quelque chose de parfaitement cohérent avec la philosophie libertarienne, et j'avoue que ça me gêne pas mal. Et si tu fais, j'ai veillé à ce point-là, si tu remontes dans ce que j'ai dit il y a quelques instants, je vais essayer de le redire, hein, que les gens qui nous écoutent vérifient ou me corrigent. C'est du live, faut pas oublier.
L'agresseur, le estoppel, c'est l'agresseur quand il t'agresse. Le fait qu'il t'agresse, il renonce au droit de contester ton agression en retour. D'accord? Ton agression en retour. Puisque c'est agression, agression. Okay, tu m'agresses, tu ne peux pas contester que moi je t'agresse. Hein, pour être basique. Bon. Je n'ai pas dit, même si j'ai corrigé après, je n'ai pas dit tu m'agresses, tu ne peux pas contester mon droit de légitime défense. C'est quoi la nuance? C'est ça le truc c'est ça que tu viens de dire, et c'est ça le truc. Oui. C'est à partir du moment où on raisonne sur une agression, quelque part, une agression en vaut bien une autre, Paris vaut bien une messe, d'accord? Une agression en vaut bien une autre, d'accord? Dès que tu déplaces la légitime défense dans une logique d'agressivité, d'agression en retour, tu vois, en retour, ok? Et donc, là, tu es dans la vengeance. Tu n'es plus dans la réparation. Donc, il est conscient de tout ce qu'on raconte d'habitude en termes de réparation et de restitution. Cependant, ça m'embête qu'il trouve... et franchement, c'est un embêtement très viscéral. Là, j'arrive pas, d'un point de vue conceptuel, à vraiment lui donner tort. Bah, si, parce que... Si, bien sûr que si. Parce que le défaut qu'il y a à cette logique-là, alors, à sa décharge, c'est une logique ancienne, etc. Bon, ok. Elle n'est pas aussi, si je puis dire, mature que justement le principe de non-agression. Ok. Elle est de la même... relève de la même inspiration, si je puis dire. Hein, je crois, en tout cas. Mais elle a de certaines conséquences. À partir du moment où tu dis, votre agression, je reprends, hein, Paris vaut bien une messe. À partir du moment où votre agression ne vous permet plus de contester la mienne, tu rentres dans une logique de vendetta. C'est-à-dire que tu mets une agression pour une autre. Mais de ce fait, c'est une récursion infinie. Tu restes dans une... D'accord? Oui, là... Mon agression ne pourra pas être contestée par la vôtre, qui ne pourra pas être contestée par la vôtre. D'accord? Oui, mais là, on est dans une optique un peu conséquentialiste. Oui, bien sûr, tout à fait. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que tu restes sur un truc équivalent. Agression, agression. C'est une régression infinie. Il n'y a pas de test d'arrêt. Alors que le libertarien raisonne différemment en disant une agression justifie une défense, pas une agression. Oui, alors, ce que fait Kinsella par le biais de l'estoppel, c'est simplement dire que l'agresseur initial ne peut pas contester la punition, en fait. C'est la punition. Il emploie ce terme-là, le punishment. Oui, parce qu'une punition, c'est une agression. Il ne peut pas le contester d'une manière simplement logique. Et je ne peux que lui donner raison. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Dans Liberté manifeste, je m'appesantis assez lourdement sur justement le fait que la vengeance, punition, vengeance, sanction, tous ces mots-là, ne font pas partie du vocabulaire de la doctrine libertarienne en matière de justice. Enfin, en matière judiciaire, pardon. Okay. Et je le fais à dessein, justement pour dire, un libertarien, la justice libertarienne, ne punit pas, elle répare. Ok. L'agresseur ne peut pas dire que son droit est violé si on le punit. C'est ça son argument à Kinsella. J'ai bien compris. Et c'est là où je dis que c'est pas le même argument. Oui, j'ai bien compris. Et donc, si on est en droit, en tout cas l'agressé, de riposter, même 5 ans plus tard d'ailleurs, c'est ça qui me gêne le plus dans son train de pensée, c'est qu'il n'y a pas de limite d'espace et de temps. Donc, dans son raisonnement à Kinsella, même 5 ans plus tard, si toi tu m'as foutu une tarte, je peux venir t'en foutre une autre, et tu peux rien dire. Enfin, tu peux pas dire que ton droit a été violé. Parce que tu as commis le premier geste. Oui. Là, tu introduis personnel, il faut que ça reste dans une sorte justement de cet équilibre de l'agression, comme tu le soulignais il y a 5 minutes. Donc je peux pas venir te couper la tête pour une gifle, même 5 ans plus tard, mais je peux venir te foutre une gifle parce que c'est la même chose que ce que tu m'as fait.
trouve ça un peu bas de plafond Ouais. quand même, parce que... Oui, oui, je suis d'accord. Oui, oui, pour moi, c'est du même niveau que punition, sanction, vengeance, voilà, loi du c'est ça. talion, Mm. œil pour œil. Et œil pour œil, c'est barbare, parce que ça conduit à la vendetta qui est sans fin. Il y a pas de test d'arrêt. Bah, Le, on le, pourrait dire le- qu'il y a un test d'arrêt si, pour reprendre l'exemple de toi qui me fout une gifle, donc quelque part j'ai un crédit d'une gifle à ton égard, je te la donne même si c'est 5 ans plus tard, et là les comptes sont à zéro, donc le test d'arrêt ça pourrait être ça, non? oui, oui, sauf que moi je vais dire, mais qu'est-ce qui te prend si c'est 5 ans plus tard? Qu'est-ce qui te prend? Et c'est moi, cette fois-ci, c'est moi qui vais t'attaquer. Et donc on est reparti pour retour. Ok, mais si on avait tenu une comptabilité, on le saurait avec les dates et les gifles et Ah, les crédits et les débits. il faut qu'on fasse un bitcoin de la justice. Ah oui, oh putain, ça c'est une excellente idée. Un token de justice. Il faut qu'on fasse un token de justice. Euh, Non, mais au-delà de la plaisanterie, c'est ça, je pense sincèrement que c'est la faille. La justice libertarienne, elle ne fonctionne pas comme ça. Elle ne fonctionne pas j'aime beaucoup, enfin pour moi la référence à ce jour, c'est la liberté par le marché des Tannehill, mhm, qui a introduit le concept de dette, mhm. qui n'est pas très éloigné, on est sur des notions qui sont très très proches, d'accord? Mais tu m'agresses, j'ai un droit de légitime défense, ce droit de légitime défense se traduit par une dette que tu me dois. Donc on est bien sur une logique de compta, hein, quelque part, d'accord? Mhm. Sauf que c'est une dette, c'est pas un droit à rééquilibrer la violence. Ce n'est pas un droit à rééquilibrer la violence. C'est ça, en fait, c'est le terme droit peut-être qui nous met, en tout cas moi, dans une certaine confusion. Parce que quand Kinsella avec les Stoppel dit l'agresseur initial ne peut pas faire valoir son droit à ne pas être tapé, par exemple, parce que lui-même l'a fait, j'ai pas l'impression que ce soit le droit. Enfin, ça ressemble beaucoup, mais que c'est pas vraiment le droit naturel qu'on emploie d'habitude. Je, Mais en même temps, si. je pense pas non plus. Je pense pas non plus. Parce Je pense que et moi quand je l'ai lu, j'ai pris ça comme étant une espèce de réminiscence d'ancien droit qui est Mhm. intéressante et Ouais. qui contribue à de donner de la légitimité au raisonnement du NAP, d'accord, mais qui n'est pas équivalente au NAP, qui pour moi est un ersatz. Et l'ersatz, il est justement sur, il n'y a pas de thèse d'arrêt. Enfin, tel Alors, que je le comprends, toi. dans le scénario que je viens de faire, où je te donne une gifle ou l'inverse, comment est-ce qu'on résout ça de manière non loi du talion? Parce Mais que je te là, le en dis, fait, il n'y a aucune la restitution à réponse, faire. c'est, pardon? Il n'y a aucune restitution possible. Tu sais, les fameux crimes de sang, après, c'est de l'entente entre victimes ou famille des Et victimes et l'agresseur. oui, mais là, oui, oui, mais ça, oui, bien sûr, mais c'est toute la discussion qu'on peut avoir encore une fois, qui est comment on dédommage ou on répare des crimes irréversibles, genre le meurtre ou autre. Mais ça, là, c'est qu'il reste une question ouverte dans la pratique, Mhm. mais qui, dans le principe, est réglée. Enfin, je ne connais pas d'autre façon que de la régler, de dire, bah, en fait, nous sommes dans un monde où absolument tout se monétise, absolument tout. C'est pour ça qu'il y a des assurances. C'est pour ça qu'il y a de la monnaie. Et que, c'est pour ça qu'il y a de la monnaie, tout à fait. Et que même un meurtre se traduit par une réparation qui est d'ordre économique, une dette, au Alors sens le plus justement, large possible. je voulais pas qu'on reparte forcément sur les... Parce qu'on en a fait au moins 3 des vidéos sur le sujet. Mais néanmoins, ce point particulier est intéressant puisqu'il est aussi abordé par Kinsella, donc je vais en profiter pour l'aborder. C'est que dans le cas d'un meurtre ou d'un truc comme ça, les gens qui comprennent pas bien ce qu'on raconte en termes de justice libertarienne pensent qu'un milliardaire à la Elon Musk va pouvoir tuer n'importe qui parce qu'il aura toujours les moyens de payer les fameuses, entre guillemets, amendes ou prix du meurtre. Ça, en revanche, c'est complètement faux parce que dans un jugement, dans une rencontre entre
victime ou famille de victime est criminelle, si on sait que le type est milliardaire, on va lui demander 10 milliards. On va pas lui demander le prix qu'on demanderait à un clodo, quoi. Donc, on sait très bien à qui on a affaire. C'est à ça que sert la rencontre entre les différentes parties, c'est à évaluer la situation. Et si on estime que ce gars-là, il a les moyens de payer 50 milliards parce qu'il en possède soit 51, par exemple, on va lui prendre 50 milliards et ça va être ça le jugement. Ça va pas être un forfait. Un meurtre vaut 1 million. Mais tu as tout à fait raison, mais en fait, le truc est même plus subtil que ça. C'est que. Non, mais au sens que j'ai bien dit, et je maintiendrai mordicus, que la justice libertarienne n'est pas punitive. Mais la dette se veut jouer le même rôle. Elle se veut jouer le même rôle, et notamment le rôle de dissuasion. Donc, quand on va négocier suite à un meurtre avec un milliardaire, on va lui demander un montant qui soit punitif pour lui. C'est ça. Mais sans jouer sur les mots, punitif n'est pas une punition. Oui, ça le dissuade, c'est dissuasif. Donc oui, c'est sûr. Et ça lui fait payer. Elon Musk, il arrive, on le voit arriver, on va se renseigner qui c'est ce mec. Ah, d'accord. Eh bien, mon grand, écoute, ça va te coûter le prix de Twitter. Voilà. Alors, pour encore aller dans ce genre de scénario, pour Kinsella, par exemple, il est clair qu'un criminel qui se retrouve dans une situation de restitution et qui finalement refuse, on peut rentrer chez lui de force, casser sa porte et prendre ce qui correspond à ce qui avait été décidé par la Cour. La Cour de justice privée, bien sûr. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, ça ne me choque pas plus de ça, mais en même temps, je préférerais continuer sur ma lancée de dire, ok, tu ne veux pas te conformer aux us et coutumes locales, aux usages ou même aux ententes que tu avais promis de respecter par le biais de contrats. Tu te mets en position de criminel, tu as commis un crime. Nous, on ne veut pas s'abaisser à des comportements comme les tiens, donc à envahir la propriété d'autrui, mais en revanche, on va t'ostraciser à un point où tu vas être plus ou moins conduit, contraint, mais passivement, à nous donner satisfaction. Oui, mais tu sais, il y a un autre genre d'acteur, c'est vrai qu'on n'en parle pas, peut-être pas assez, il y a un autre genre d'acteur qui existe en France et qui est sur, je suppose, un héritage du droit ancien, qui a on parle souvent des assureurs comme étant un type d'entreprise qui a un rôle crucial sur tout ce qui est prévention et sécurité, notamment en amont, et ensuite des arbitres en termes de jugement, etc. Mais dans l'exécution de la décision de justice, alors effectivement, on parle souvent de l'ostracisme, mais on oublie qu'il y a une fonction qui existe et je ne vois pas pourquoi elle n'existerait pas aussi dans le monde libre, c'est les huissiers. Un huissier, ça sert à quoi, un huissier de justice? Ça sert à exécuter, ça a un pouvoir exécutoire. Alors, dans le contexte du droit français, de la République française, ils ont un pouvoir, ils sont délégataires de l'exécutif, mais je vois pas du tout pourquoi dans une mosaïque, tu vois, tu vas chez Prospera. Allez, on va prendre Prospera. Tu signes un contrat quand tu arrives chez Prospera, et dans ce contrat, il y a notamment, on va venir au truc de contrat, je pense après. Dans ce truc de contrat, il y a notamment le scénario qui consiste à dire, dans le cas où vous seriez objet d'un procès et que vous seriez objet d'une décision de justice, et dans le cas où vous rechigneriez à vous conformer. Oui, conformer, merci, à la décision de justice. Nous réserverions le droit d'avoir affaire au service d'un huissier de justice dûment assermenté, et dont le pouvoir, par délégation du juge, de l'arbitre, etc., pourrait être de violer votre domicile pour requérir, recenser vos biens ou des trucs comme ça.
Oui, si tu as accepté les règles du jeu à la base, tu es estoppélisé de les refuser après. On C'est en revient à la ça, même chose. exactement. Mhm. Exactement. Donc, et je prends ça, cet exemple, parce qu'il a une réalité fonctionnelle dans notre société d'aujourd'hui, et il ne me paraît pas du tout incompatible avec une société libre, parce que c'est une variante euh, du physical removal, hein, d'accord? Mhm. C'est une variante. Hein. Bon. Ouais, ouais. Mhm. Il y a peut-être d'autres fonctions exécutoires hein, que l'huissier qu'on peut imaginer. Bon. Mais le point, c'est que, et encore une fois, ça s'est expliqué, l'idée est expliquée dans La liberté par le marché. Il faut bien voir qu'à partir du moment où tu es objet d'une décision de justice et que tu dois t'y conformer, tu es encore sous le coup de la légitime défense. Donc forcément, c'est bien le truc de l'estoppage, tu auras de toute façon signé dans ton contrat de résidence, etc., des clauses qui prévoient le fait que tu dois te conformer à une décision de justice. Sinon, ça ne marche pas. Et là, on a parlé de Prospera parce que c'est un exemple concret de ville privée, mais même dans un endroit qui serait beaucoup moins formalisé, qui ne serait pas la propriété d'une seule entité, qui serait simplement un lieu, comme par exemple ton fameux lotissement, où il n'y a pas un Mhm. propriétaire à tout ça, il y a quand même des ententes entre les gens, il y a quand même des contrats qui sont signés, et ce Ouais, genre bien sûr, c'est pareil. de procédés par des huissiers pourrait venir de là, ou des contrats d'assurance que vous avez signés chaque propriétaire avec votre assurance, etc., quoi. Pour faire simple, il ne peut pas y avoir totale absence de moyens d'assurer l'exécution des décisions de justice. On parle de l'ostracisme, et on a raison, hein, parce que c'est le premier niveau de moyens, voire le dernier niveau avant le physical removal. Mais après, c'est un problème d'imagination entrepreneuriale que de trouver des solutions telles que les huissiers ou autres. Je pense qu'on peut envisager tout un tas euh, pour assurer que les décisions de justice sont exécutées, parce que sinon ça ne marchera pas. Et ce n'est pas du tout incohérent avec la doctrine libertarienne, pour ceux qui penseraient que, parce qu'on est toujours dans le cas où on est, tant que la décision n'a pas été exécutée, on est encore sous le coup, dans le cadre, pardon, du droit de légitime défense. Moi, j'ai tendance aussi à croire qu'on ne serait même pas obligé, dans la plupart des cas, d'en arriver là, parce que l'ostracisme peut prendre une ampleur assez intense. Mais est-ce qu'une ampleur, ça peut être intense? En tout cas, une ampleur assez large, dans le sens où si je refuse, moi, de me conformer à une décision de justice qui me déplaît, on peut faire pression, et les entreprises, à mon avis, seraient très sensibles à ça, parce que l'image de marque est quand même cruciale, et la réputation, c'est crucial sur le marché. Ces entreprises qui fournissent en électricité, en eau et en machin pourraient être très très vite incitées à cesser de me fournir, et moi je me retrouve Oui, au oui, sec et au froid dans ma maison, quoi, et je vais vite arrêter oui, oui. de faire le fier. Oui, oui, ça vaut peut-être le coup de tenter d'expliquer pourquoi en fait on parle toujours nous de l'ostracisme et rarement des huissiers de justice, par rapport à ce que tu viens de dire, qui est juste. Hein. Mais il y a un point, je pense, qui peut-être peut éclairer ce fait que nous on n'en pense jamais aux huissiers de justice. Dans une société libre, tout le monde est entrepreneur. D'une manière ou d'une autre, on est tous entrepreneurs. Ou Mhm. alors vraiment handicapés, etc. Handicapés sous charité, on va dire, pris en charge, etc. Ok, c'est possible. Ok. Mais les handicapés peuvent être des criminels. Ok, donc bon. Mais ça reste extrêmement marginal. Toi, il faut déjà être handicapé au sens large du terme et en plus criminel. On ne va pas dire que c'est la majorité de la population. Dans la majorité de la population, ça va être des gens à peu près normaux, pas psychologiquement, mais à peu près normaux, qui donc, s'ils sont déjà dans la société libre, sont forcément entrepreneurs d'une manière ou d'une autre. Et comme tu l'as dit, l'ostracisme, ça fonctionne bien vis-à-vis des entrepreneurs. Donc en fait, ça fonctionne très bien à différents degrés vis-à-vis de tout le monde. Mhm. Quiconque se met en situation de ne pas respecter une décision de justice,
Si c'était à titre privé, tu vois, c'est là où on tombe dans le... Là, clairement, peut-être que peut-être probablement, pardon, l'huissier serait nécessaire parce qu'il n'y aurait pas vraiment de moyens de pression par ailleurs. D'accord? Mais comme tout le monde est aussi entrepreneur et que très très vite, tout le milieu économique autour comment dire, pas du criminel, coupable, j'aime pas ce mot, mais du supposé, du ouais, du criminel, condamné, on ouais, va dire, ou condamné. du condamné, forcément sera rapidement au courant et donc sera tout de suite en mode ostracisme, tout de suite, et que tout le monde le sait, tout le monde le saura, c'est dissuasif à tous les degrés, et donc c'est dans l'immense majorité des cas, ça suffit à ce que les gens soient conduits à respecter une décision de justice. Mais néanmoins, dans les cas limites de gens qui malgré tout résisteront, là, le dernier niveau, c'est en fait c'est le physical removal quelque part, et le dernier niveau, c'est l'huissier. De toute façon, Est-ce que ça fait sens ce que je dis? moi, je trouve que ça fait parfaitement sens. Et pour les gens qui auraient des doutes, réfléchissez simplement à vos relations avec votre famille et vos amis. Oui, Quand il y en a un dans votre réseau privé qui se comporte mal, tout le monde le sait très rapidement. Et voilà, en général, ça dure pas très longtemps, ou alors il est éjecté. Donc, on fait que c'est ça, reproduire ça à grande échelle, quoi. exactement. Alors, puisqu'on a parlé de contrats, je voudrais qu'on finisse sur ça, sur les contrats, puisque dans ce fameux livre de Kinsella aussi, il en parle. Bon, le gars est avocat, encore une fois, donc il est très volubile sur ces idées-là. Donc, il y a une grosse partie du livre qui est sur la théorie des contrats. Et il raconte une chose, enfin, il raconte, c'est pas un beau terme, ça. Il explique quelque chose qui m'a un petit peu choqué sur le coup. C'est que lorsqu'on établit un contrat, je vais faire un exemple très simple. Stéphane, je t'ai promis de repeindre ta maison et toi, tu as promis de me donner 1000 dollars en échange. Non, 10 000, 1000, c'est pas assez. Donc, tu me dois 10 000 dollars parce que hier, j'ai repeint, ou tout le week-end, j'ai repeint toute ta façade. Mais comme tu n'avais pas. Enfin, on s'est entendu pour des raisons qui nous regardent sur une date de paiement qui est différée d'un mois. D'ailleurs, c'est ce qui se passe très régulièrement dans notre société actuelle, où il y a des paiements à 90 jours, 180 jours. Enfin, les gens qui font du business savent de quoi je parle. Donc, tu es censé me donner 10 000 dollars dans un mois parce que j'ai déjà effectué un travail. Donc, moi, j'ai rempli ma part. Et là, on arrive je sais pas, le 25 février. Et c'est la date qui est inscrite dans le contrat pour le paiement. Et là, tu me dis, bah, regarde mes comptes, je n'ai pas les 10 000 dollars, donc je ne peux pas exécuter ma partie du contrat, donc c'est fini. Et d'après Kinsella, si le contrat ne contient pas de clause pour gérer ce cas particulier où les 10 000 dollars n'existant pas, bah, ils ne peuvent pas être transférés, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas transférer une propriété qui n'existe pas. Alors, le contrat est résolu, il est réglé, et moi, je ne peux pas venir plus tard te chercher 10 000 dollars dans tes poches avec un huissier ou d'une autre manière. Qu'est-ce que tu penses de ça? Mais je pense que, et je suis pas juriste, mais j'observe aussi, hein, je vois un peu comment Kinsella raisonne par ailleurs. Je pense qu'il raisonne en juriste et qu'il se fait le témoin d'une logique de juriste qui sont souvent rotors, on va dire, et qui effectivement, très souvent, quand on est pratique, fonctionne de cette façon-là, c'est-à-dire, si une situation n'est pas strictement explicitée dans un contrat, alors elle est contestable. C'est-à-dire que la façon de fonctionner de beaucoup de juristes ou de juges, parce que c'est la façon de fonctionner des juges qui détermine les juristes et inversement, hein, d'accord? La façon de fonctionner de beaucoup de juristes qui, bien sûr, ont l'habitude de chercher des échappatoires, c'est leur boulot, des avocats, c'est justement de trouver la faille, tel que tu le dis, pour dédouaner les contrevenants. Ce qui est fort malheureux, mais c'est... Alors, c'est peut-être plus un boulot d'avocat, on va dire, qu'un boulot de juriste. Peut-être propos, ok, mais ça change pas grand-chose. Donc c'est bien triste et malheureux, mais je pense que c'est probablement le reflet
de beaucoup de logique qu'on peut trouver dans la façon d'élaborer des contrats, en tout cas de nos jours. Hein, l'analogie que je prenais avec toi tout à l'heure, c'est un peu comme quand on fait du code et quand on a une branche en C, ça serait un switch, ou dans pas mal de langages, c'est un switch, c'est-à-dire un truc avec une clause de départ, une condition. On teste toutes les situations possibles de la condition et puis en général, tout en bas, il y a une branche défaut, qui est celle qu'on prend dans tous les autres cas. Ben, les juristes, eux, ils fonctionnent avec un gigantesque switch, mais il y a sans aucune branche défaut. Et au contraire, justement, ils cherchent les situations qui devraient tomber dans le truc défaut pour se dédouaner. Autrement dit, ils ont tendance à faire des contrats qui sont, parce qu'il n'y a jamais de branche défaut, qui sont aussi explicites, comment dire, pas explicites, mais systématiques, pardon, que tous les scénarios qu'on pourra imaginer, de manière à être sûr qu'on n'échappera pas jamais à un cas qu'on a envisagé. Voilà. Moi, c'est ça que je comprends. Quelque part, c'est choquant, mais ça me paraît pas forcément éloigné de pas mal de pratiques, en tout cas. Alors que ça corresponde aux pratiques actuelles des résolutions de conflits dans les tribunaux du droit positif qu'on a, ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Néanmoins, en vertu du droit naturel, il me semble que la clause par défaut, le default de ce switch, c'est toujours le NAP. C'est toujours le principe de non-agression. Et on est bien d'accord. C'est tout à fait... ce que j'ai mal compris dans son explication, c'est, ok, effectivement, une propriété qui n'existe pas ne peut pas être l'objet d'un échange économique, d'accord, mais là, on va rentrer peut-être dans la quadri-capillosection, en disant que c'était un échange de promesses finalement et que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Enfin, non. T'as dans le cas où, que... l'exemple où j'ai repeint ta maison et tu me donnes pas les 10 000 $, même si le contrat stipulait la date du 25 février, bah, j'estime que le droit naturel, mais c'est peut-être là que je fais une erreur et un abus, et un raccourci, j'estime que le droit naturel stipule implicitement que tu me dois quand même 10 000 $, même si c'est pas possible le 25. Oui. On peut le dire de façon suivante. Indépendamment des pratiques juridiques, ok, l'hypothèse juridique, l'hypothèse juridique du droit naturel de la doctrine libertarienne est que les contrats qui seront passés, et il y a un exemple très simple, hein, les contrats qui seront passés seront toujours des contrats avec une branche default, qui est le NAP. C'est-à-dire que dans tout cas de figure, l'hypothèse qui est faite, on fait des contrats pour simplifier, pour expliciter et pour être créatif sur les scénarios. Okay, mais on est toujours dans l'hypothèse que de toute façon, en dernier recours, on retombe sur le NAP. Et il y a un exemple très très basique, hein, c'est toujours notre bon vieux boulanger. Si je vais chez le boulanger acheter mon pain, je ne signe pas un contrat, je suis sur un contrat implicite. Et ce contrat implicite, c'est celui du NAP, qui est 1, je t'agresse pas, 2, je fais un échange de valeurs, il faut qu'on soit tous les deux satisfaits. Il n'y a pas de contrat écrit, il n'y a pas de clause, etc. Et on est dans la clause des fautes, point. Et l'immense... je vais envoyer un email à qui c'est là. Oui, non, mais ça, et si tu me permets, c'est ce qu'on se disait, mais c'est un truc que j'ai constaté aussi par ailleurs, parce que je pense qu'il a malgré tout un point intéressant. Je pense que la doctrine, en tout cas moi telle que je la connais, la pratique, que la lis, etc., ok, je pense que la doctrine libertarienne a un point de faiblesse. Il y a certainement quelque chose à faire. C'est qu'on a une théorie de la justice, mais je pense, qui tient la route, mais qui est une théorie de la justice du point de vue judiciaire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe en cas de différend, comment le juge arbitre est supposé agir, comment on exécute la justice, tout ce qu'on a raconté tout à l'heure. Ça, je pense qu'on tient la route là-dessus. On a un grand pas béant, un trou béant, justement, sur la façon de contractualiser, de faire des contrats, c'est-à-dire le juridique. On a un principe qui est celui qu'on vient de se dire, on passe des contrats, on négocie, et puis de toute façon, on a le NAP. Bon, ok, très bien, c'est un point de départ. Mais comment ça se rédige, qui le rédige, comment on le négocie, est-ce que c'est avec des durées,
on a un gros trou, je pense. On a un gros trou sur le côté juridique d'une âme. Et tiens, c'est marrant, excuse-moi, j'improvise complètement comme d'habitude. C'est marrant parce que, tu sais, dans ma série d'articles que je prépare pour faire sécession chez soi, j'ai déjà prévu un article qui va être justement qu'est-ce que pourraient être les bases contractuelles pour la sécession de mon lotissement. Alors, ça sera très modeste, machin, mais néanmoins, j'essaie d'aller dans ce sens-là parce que c'est forcément une question. Mais bon, bref, oui, on a la base judiciaire, je pense qu'on n'a pas la base juridique. Alors après, cette base juridique, est-ce qu'elle existe? Enfin, est-ce qu'elle pourrait exister dans le sens où toutes les modalités du judiciaire sont possibles derrière ça, selon la décision, les us et coutumes, selon la culture des gens, selon leurs préférences? Oui, mais tu vois, le point de départ, et en tout cas, moi, c'est là-dessus que je vais essayer de travailler, ça vaudra ce que ça vaut, hein, d'accord? Et c'est très, bon, c'est vraiment un point de départ. Mais le point de départ, c'est quand même, on a notre fameuse mosaïque, d'accord? On est dans une logique d'hôtel ou de bateau de croisière, comme tu sais bien, donc ok, très bien. Donc je vais être résident d'un Prospera ou d'un lotissement, machin. C'est quoi qu'est-ce que je peux imaginer comme étant quand même ne serait-ce que le squelette d'un contrat de cette nature? C'est quelque chose qu'on peut... J'ai pas du tout prétention à faire le contrat in extenso, mais il y a quand même un certain nombre de points de base qu'il n'est pas tout à fait difficile de poser comme étant vraiment des fondamentaux, quoi. Ce que je voulais dire, ça ne pouvait pas être exhaustif. Non, évidemment, non. C'est juste ça, non, quoi. mais on peut néanmoins poser des bases, des orientations. En tout cas, c'est ce que je compte faire parce que le projet, de toute façon, en a besoin. Okay, et puis parce que je pense que c'est une contribution. Et c'est aussi pour répondre aux gens qui me disent bah, oui, mais ton truc, c'est bien gentil, mais où ils sont où tes contrats, quoi? Alors, pour conclure sur ce point particulier des contrats, je trouve qu'effectivement, l'exemple du boulanger est toujours très parlant parce que là, moi, dans mon scénario que j'ai tiré de Kinsella, il y avait 1 mois d'écart entre l'exécution du paiement et l'exécution de la tâche. C'est une durée de temps qui semble longue, mais c'est pareil chez le boulanger. Il y a aussi une durée de temps qui est non nulle entre le moment où il donne la baguette et le moment où je suis censé le payer. Donc, il n'y a pas de raison de se dire qu'une seconde d'écart ont plus d'importance que 30 jours. Oui, et puis tu sais... Je peux très bien dire au boulanger, ah bah tu m'as donné la baguette, mais moi je les ai pas les 3 euros, donc va te faire foutre. Mais non, c'est pas vrai, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et à contrario, on compte pas le nombre de bars ou de brasseries et autres qui ont des ardoises. Oui, en plus, ouais. Non, je ris pour autre chose. Mais je vois ce que tu veux dire. Je pense qu'on a fait un tour intéressant de ces questions-là. Alors, pour revenir là sur le titre du bouquin, est-ce que tu voulais faire une remarque justement parce que je trouve qu'il est parlant et en même temps il peut remplir de confusion les gens qui nous écoutent qui seraient plutôt encore étatistes et qui se demandent ce que ça veut dire des fondations légales pour une société libre. Je pense que c'est le point que j'ai essayé d'étayer, c'est que les 2 points qu'on vient de discuter, c'est que aujourd'hui la doctrine, il y a 3 questions en fait dans ton truc là. La doctrine aujourd'hui libertarienne est essentiellement une doctrine judiciaire. On manque d'éléments juridiques, mais c'est, je pense aussi, parce que la pensée de la mosaïque est encore assez, en évolution. C'est pas un concept très très ancien. Donc ça, je pense que c'est un premier point. Je pense que c'est très définitivement un axe de progrès, de développement qu'il faut que le libertarien travaille. Bon. Le deuxième, c'est peut-être pour ceux qui comprennent pas, c'est que un tel bouquin, je pense que j'imagine que ce Kinsella cherche à faire, c'est justement à travailler tout un tas d'historiques, de pratiques et de pratiques anciennes dans le quotidien contemporain ou ancien de la justice notamment hein, et du droit, qui vont dans le sens d'étayer les pratiques et les principes qu'on met en avant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans son bouquin.
Et il y a peut-être aussi de la jurisprudence, hein, notamment sur du droit, pour le droit anglo-saxon, je pense que ça Il parle sera beaucoup de très, très vrai. jurisprudence et puis justement du droit émergent, de ce qu'il appelle la common law dans le monde anglais, anglo-saxon, Mais bien comme tu sûr, dis. Mm. oui, bien sûr, bien sûr. Euh, et qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre ou pas comprendre, nos amis, là, les problèmes de copyright et des trucs comme ça? Ben, que le droit, ah oui, que le droit, de toute façon, quand on parle de droit, nous, c'est du droit naturel, c'est-à-dire du droit émergent qui vient des contrats, hein, et que c'est pas du droit qui, quand il dit légal, etc., c'est justement pour faire la différence entre le droit de la loi et de la législation par rapport au droit qui vient des contrats et du terrain, en fait. Je sais pas si j'ai répondu. Oui, je pense que c'est clair. C'est-à-dire que si je vais faire une phrase différente pour dire la même chose, c'est que quand on parle de fondation légale, c'est entre guillemets la constitution de la société libre, c'est-à-dire le NAP finalement, c'est un article, n'agresse pas autrui. Et par-dessus ça, tout le droit positif qu'on peut imaginer est possible du moment qu'il est consenti par les parties concernées qui ont Oui, explicitement exprimé leur accord avec ce qui se passe. Donc il n'y a oui, pas une entité centrale qui va définir des fondations légales de droit c'est pour ça, toute la société. c'est ça. Et c'est vrai que, je ne sais pas si c'est dit dans son bouquin, je l'ai pas encore abordé ce bouquin. C'est vrai aussi que c'est intéressant, le titre le laisse entendre. Son titre ne se réfère à aucune entité, il ne se réfère pas à un État, cet État, des États. Toi, il ne suppose pas une entité. Il parle d'un droit comme ça, toi, out of the blue. Ah, bien sûr. Euh, donc on est bien dans une logique où le droit ne suppose pas être le droit napoléonien, le droit jacobin, le Romain, droit romain. Non, non, le droit des hommes, en fait, le droit des hommes. c'est comme les géomètres qui font référence à la géométrie plane, par exemple, ou à la géométrie Oui, sphérique, peu importe. Ça ne veut pas oui, dire ce qu'il faut faire avec. Après, on peut faire des ponts, on peut faire des fusées, on peut faire plein de trucs avec les géométries. Donc, oui, 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 l'usage dépend des besoins de chacun. Et, oui. et on a pu émettre 2-3 critiques sur Kinsella au cours de cette conversation, mais attention, c'est quand même quelqu'un de très carré, très solide, et je recommande à tout le monde la lecture de ce bouquin qui est excellent. Hein. C'est pas en train de dire qu'il ne faut pas le lire, au contraire. Pour moi, c'est vraiment un super livre parce que ça permet de revenir de manière condensée sur les deux sujets principaux qui nous préoccupent, le droit et l'économie, parce qu'il fait des rappels d'économie autrichienne qui sont très salutaires. Et bien sûr, il cite tous les auteurs qu'on connaît, comme Hopper, Rothbard. Il remonte jusqu'à la source de tout ça. Donc, moi, je recommande fortement la lecture de ce livre qui peut être téléchargé gratos sur le site de Kinsella, sur le site du Mises Institute et sur mon site à moi. Donc, il n'y a aucune excuse pour ne pas le lire. Cela dit, c'est pas un... Je suis d'accord, hein. Cela dit, c'est un livre de lecture de, je dirais, 2e ou 3e niveau, quoi. C'est pas un primer, quoi. C'est pas un primer. Ah non, c'est pas une introduction. Hein. Je pense que ça vaut le coup d'avoir lu d'autres trucs avant, par exemple Liberté manifeste et Économie manifeste, pour faire de la pub gratos, avant d'aborder Kinsella. En même temps, c'est pas un... il est épais parce que c'est une collection d'essais qu'il a écrit depuis 30 ans. C'est pas un truc qu'il a écrit exprès pour, c'est pas un gros essai non discontinu. Il y a énormément de chapitres qui sont assez courts, donc ça se lit quand même très bien. Et le style de Kinsella est toujours agréable. Moi, c'est quelqu'un qui est sur le plan personnel, je ne le connais pas personnellement, mais quand je l'entends parler, je l'adore parce que c'est un peu un Il est très bulldog assez accessible. grossier. Ça me correspond bien, voilà quoi. Et il est très accessible. Toi, tu l'avais rencontré, non, à PFS? Mmh. Mmh. Donc, c'est quelqu'un de très accessible. J'ai même eu 2-3 échanges avec lui par écrit il y a 10-15 ans. C'est pas du tout une personne rebutante. Et encore une fois, dans son style, c'est très accessible aussi. Donc, ne vous privez pas de cet excellent ouvrage qui pèse 1 kilo. Merci Stéphane pour cette explication détaillée de certains de ces points. Est-ce qu'on a envie de conclure sur autre chose? Moi, je pense qu'on a fait un tour intéressant. Je pense Donc, que c'est bien. Ça ouais, fait un bon tour, oui. voilà. Tu On vas va en pouvoir aller rester manger. là. N'hésitez pas à copier les vis de BMW. Hein. Moralement, il n'y a rien qui vous en Oui, empêche. oui.
BMW, c'est, ouais, je pense que c'est un sujet à suivre, toi, Mhm. parce que en termes de stratégie d'entreprise, je trouve ça vraiment très, ça m'interpelle vraiment, quoi. C'est très, très bizarre comme stratégie, quoi. Toi, tu as un Elon Musk, je te trompe pas dans ce que je vais dire, mais toi, il y en a d'autres. C'est c'est un peu, tu sais, pendant que le sage montre la Lune, toi, tu regardes le doigt, c'est un peu ça, quoi. Il y en a un qui va aller sur Mars et toi, tu fais des vis, quoi. C'est un peu ça, quoi. Mais disons que moi, ce qui m'a interpellé, c'est que ça sorte dans la presse et que ça fasse parler autant de gens. Parce qu'il y a un truc qui est bizarre là, dans cette histoire. Je ne vais pas faire de mon petit Ah ben, côté. je pense Ah non, non, mais que il y a quand même, bah, je pense qu'il y a les voitures, ça coûte cher, machin, les réparations des BMW, ça doit coûter cher. J'imagine qu'une grande partie des propriétaires de BMW n'hésitent pas à les faire réparer ailleurs que chez des BMW. Donc ça doit ouais, représenter effectivement un truc comme ça. Économiquement, ça ne doit pas être tout à fait négligeable. Mais à l'échelle d'un groupe comme BMW, c'est pitoyable, quoi. C'est mais pitoyable. j'ai déjà eu un problème plus ou moins similaire. Et puis, je pense aussi à un ami qui a eu la même chose, mais avec la machine à laver. C'est-à-dire qu'elle tombe en panne, on démonte le truc. Mais le truc qu'il faut réparer, en fait, c'est un truc propriétaire qui est commandable que chez eux. Ça pèse 8 grammes et ça coûte 53 euros, quoi. Monopole et obsolescence programmée, tu sais, c'est Ouais, ça, c'est les voilà, deux ouais, grands c'est les trucs. Ça. capitalistes, hein. Ouais. Mais tu vois, j'ai regardé deux vidéos récemment qui m'ont éclairé sur des expériences d'entrepreneurs que je trouve extraordinaires. Je vais prendre toi, le contraire, quoi, pour moi. Une boîte comme ASML, tu sais, ceux qui aujourd'hui produisent les masques de silicium pour Mhm. pratiquement tous les composants de grande densité du marché, et notamment ceux de téléphone. C'est une boîte hollandaise. Bon. Quand tu, quand tu vois le parcours d'entrepreneur de cette boîte qui a investi des milliards pour produire des machines à faire des puces, qui sont les seuls au monde à être capables de faire. Ils sont le monopole parce qu'ils sont les seuls capables de le faire. Avec une technologie hallucinante. C'est eux C'est qui font des juste miroirs, là, du hallucinant. genre d'un Ah oui, non, c'est juste un rectitude truc. nanométrique. Les mecs, ils travaillent à 5 nanomètres près. C'est Mhm. hallucinant. Mhm. Bon. Quand tu vois donc la capacité d'innovation et d'entrepreneuriat et de prise de risque dont ont fait preuve ces mecs, je n'ai pas d'action chez eux, ou même je peux en avoir, je demande qu'à en avoir, franchement. Et que à côté de ça, tu vois la vis BMW, tu te dis, on n'est pas dans le même monde. Il y a un truc qui déconne quelque part. Ouais. Eh ben, on va vous laisser tous réfléchir à ça. En attendant, Stéphane, merci encore. Je te souhaite une excellente fin de semaine en bon québécois. Et puis, on se reparle très, très bientôt pour continuer nos conversations sur d'autres sujets du même acabit. Toujours avec plaisir.